En 1975, Houphouët-Boigny déclarait, et je le cite, « Notre lutte contre la corruption doit être la préoccupation de chaque Ivoirien. » Mais avec un gouvernement qui paraissait timide à donner le bon exemple sur les règles d'éthique et de déontologie dans le cadre du travail et de la vie en général, l'élite du pays voulut s'enrichir davantage. On incrimine une personne, mais on jette un regard critique sur notre cher pays, la Côte d'Ivoire. L'élite du pays, sans cesse choyée, a fini par se croire au-dessus de la loi, car se sachant protégée par le système. De mauvaises habitudes s'instaurèrent, la corruption se fit de plus en plus criarde, la gangrène de la corruption s'enracina plus et s'érigea même en mode de vie. Les services sociaux de base devinrent inefficaces, l'administration politique devint une grosse et lourde machine, l'absentéisme au travail devint une pratique courante. Une indiscipline générale s'installa dans le pays. La motivation au travail s'en ressentit, évidemment. Il n'avait plus de respect pour la chose politique, la chose publique, plutôt. Entre-temps, le président Houphouët-Boigny continuait de dénoncer ces mauvaises pratiques, mais avec peu de succès. La Côte d'Ivoire, qui avait besoin d'une société dynamique et honnête, et une main-d'œuvre fiable et qualifiée pour se hisser au rang des nations développées, se trouvant confrontée à des défis quasiment insurmontables qu'elle avait elle-même créés. Lee Kuan Yew avait une approche toute différente. À l'indépendance de Singapour, les dirigeants singapouriens voulaient à tout prix éviter à leur pays les mêmes erreurs commises dans d'autres pays du monde en développement. Il n'était autre que la corruption, le népotisme, l'indiscipline, le fait de faire de la politique une carrière, le manque de professionnalisme au travail et les interminables antagonismes entre les différents syndicats du pays et le gouvernement. Tout cela bloque la machine pour le développement. Ils se donnaient aussi le plein pouvoir vis-à-vis de leurs administrés pour intervenir, même dans leur vie personnelle si besoin en était. Ainsi, il n'était pas rare que les autorités singapouriennes donnent des leçons de morale à leurs concitoyens. Dans les années 60 en Côte d'Ivoire, le gouvernement avait, à juste titre, instauré l'éducation gratuite pour tous. Plus de 30% de son budget était consacré à l'éducation. C'était le plus élevé au monde en ces années-là. Mais ces fonds avaient largement servi, il faut le dire, à payer les salaires des enseignants, à leur accorder des villas gratuites, à également accorder des bourses aux étudiants méritants, ainsi de suite. Mais l'État ne songea pas à améliorer et étendre ses infrastructures éducatives. Certes, de grandes écoles techniques furent créées, comme celle de Yamoussoukro, on n'en disconvient pas. Et de hauts cadres furent formés. Avec la chute des prix des matières premières dans les années 80, évidemment, le gouvernement a eu de plus en plus de mal à honorer ses engagements vis-à-vis de son système éducatif. Et beaucoup de jeunes qui n'avaient pas pu accéder à l'université ou aux grandes écoles se trouvaient livrés à eux-mêmes. À Singapour, très rapidement, concernant l'éducation, le gouvernement fit d'elle aussi ses priorités, l'une de ses priorités. Mais très tôt, le gouvernement a eu la sagesse de mettre en place des réformes rigoureuses pour résorber le nombre de jeunes déscolarisés en créant des écoles professionnelles pour répondre aux besoins en main-d'œuvre dans le secteur de l'industrie et du commerce. À l'inverse de la Côte d'Ivoire, Singapour ne consacrait que 4 à 6% de son budget national, à l'éducation. Le système éducatif de Singapour continua de s'améliorer. Le nombre d'inscrits dans les écoles techniques et polytechniques ne cessa d'augmenter. La qualité de l'enseignement se trouva améliorée également. Et au sortir des grandes écoles, il y avait un personnel jeune, hautement qualifié et prêt à être embauché dans les multinationales. Selon les mots de Lee Kuan Yew lui-même, un bon dirigeant doit s'adresser à ses administrés en des termes clairs, sans ambiguïté, pour ne pas laisser le moindre doute dans les esprits des personnes. Clarté dans tout ce que vous faites, ce que vous dites. Restez constant et égal à soi-même face à toute épreuve. Il ne faut pas cependant être inflexible. Quand on est leader, parfois, il faut tenir compte de ce que les gens disent et modifier ses plans d'action en conséquence. Être sans reproche, sans reproche. Gagner le respect et la confiance de ses administrés, ne pas avoir peur des critiques dans le court terme, mais plutôt regarder le long terme.
faire une distribution équitable de la richesse, c'est-à-dire faire profiter les richesses du pays à tout le monde. Et enfin, s'efforcer de réussir dans tout ce que vous entreprenez pour le bien du pays et ne pas jeter l'éponge en cours de route. Toujours donner le meilleur de vous-même. Je vous remercie. On peut se poser la question d'abord. Quelles ont été les raisons de ce succès? Certains l'ont qualifié de miracle. Mais vous pouvez bien refuser le terme de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a seulement le travail acharné des habitants de ce pays, unis comme un seul homme, derrière leurs responsables, pour faire avancer le pays. Mais nous dirons qu'il y a surtout la qualité du leadership. Vous faites un cerveau politique de premier ordre, comme l'a dit le général de Gaulle. Pour son peuple, dans toutes les situations, il avait le don de choisir, d'opter pour la solution la plus appropriée à la situation. Il était en outre un homme de paix, qui a su inculquer la culture de la personne, qui a su le mettre au travail, en combinant les énergies, les intelligences des Ivoiriens d'origine, comme on le dit, avec les Ivoiriens d'adoption. Et au fait, nous a toujours dit, cultivons avec ces étrangers le vivre ensemble. Cultivons-le d'abord entre nous Ivoiriens. Et cultivons-le aussi avec ces étrangers. Et au fait, en sage et en croyant, on nous disait toujours, la Côte d'Ivoire doit jouer le rôle de pôle nourricier de cette région. Et en le faisant, eh bien, nous nous attirons des grâces surabondantes de la part du Seigneur. Il l'a dit. Mais pour préserver et consolider cette paix qui est le socle de notre développement, et pour consolider, affermir à tout moment la cohésion nationale, il a pratiqué le dialogue et la concertation, la tolérance. Il a également lancé des programmes, des projets pour minimiser les disparités régionales, pour atténuer l'écart entre le nord et le sud. Quand il a senti surtout que les fossés commençaient à se creuser dangereusement entre le nord pauvre, le centre et le riche, eh bien, il a organisé en août, en plus des fêtes tournantes, des grandes tournées vers le nord qui lui ont permis de distribuer des ressources importantes pour l'amélioration du niveau de vie des populations et pour le renforcement du développement dans ces régions-là. Mais tout cela ne nous a pas empêchés d'entrer dans une période sombre à partir de la fin des années 80. Les matières premières ont connu des chutes importantes, drastiques, qui ont amené la communauté internationale à proposer à la Côte d'Ivoire des programmes d'ajustement structurel. Nous en avons connu 3 dans les années 80. Ces programmes n'ont pas permis au pays de se redresser. Houphouët-Boigny avait pourtant anticipé sur ces événements. Il savait la vulnérabilité liée au système de développement par le libéralisme économique avec ouverture sur l'extérieur. Il a anticipé d'abord en encourageant l'industrialisation. Elle était timide au début. Il a encore facilité la transformation, la diversification des productions agricoles. Mais les recettes engrangées par ces cultures n'ont pas été suffisantes pour compenser les baisses importantes occasionnées par la chute dramatique des cours mondiaux du café et du cacao. L'État a dû s'endetter lourdement pour faire fonctionner la machine économique. La dette des sociétés d'État est venue encore alourdir les dettes de l'État lui-même. Et Houphouët-Boigny, dans un discours célèbre, il a fait à plusieurs reprises, mais notamment à Katiola, il a souligné les graves erreurs, les erreurs de gestion qui avaient été commises dans le management des sociétés d'État. Et on se rappelle qu'en 1987, le président a dû prendre une décision difficile, déclarer l'insolvabilité officielle de la Côte d'Ivoire.
à payer les dettes. Même le service de la dette, nous n'étions plus en mesure d'y faire face correctement. Je le dis souvent, la gorge serrée. La Côte d'Ivoire a connu 3 grands malheurs. D'abord, le président a été rappelé. Il était déjà malade, souffrant. Ils n'ont pas pu redresser la barre avant de partir. Deuxièmement, on a connu la dévaluation qu'il n'allait jamais accepter. Et sous la pression de la communauté internationale également, il a été obligé de démanteler la flotte qui pourtant fonctionnait très bien. Mais parce que c'est le libéralisme qui était maintenant la règle. Ce n'était plus la régulation des trafics maritimes, c'était le libéralisme. Mais une chose est extraordinaire. C'est malgré ces épreuves très longues, eh bien l'État n'a jamais sombré. Il a plongé, eh bien il n'a pas sombré. Il a pu rebondir jusqu'à la disparition de Vieux. Aujourd'hui, il nous appartient évidemment de réfléchir, et M. Touré nous y a aidés, pour voir ce moyen de faire rebondir véritablement la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas le sujet, le thème de mon exposé, mais je pense que l'un dans l'autre, à travers ce regard croisé Côte d'Ivoire-Singapour, nous pouvons tirer des leçons pertinentes pour les générations actuelles et même pour les générations futures, afin que les fondamentaux que le Dieu nous a laissés et qui permettent au pays de subsister, de faire un peu comme le roseau de la fontaine, plier sans rompre. Devant l'Aquilon venant du nord, la Côte d'Ivoire, ce roseau a plié, mais n'a pas sombré. Merci de votre attention. La Côte d'Ivoire de 1960 à 1980 a connu ce que l'on peut appeler les 20 glorieuses. 20 années de croissance soutenue par ce qu'on appelle le modèle au feu poignet. Un libéralisme ouvert avec un peu d'interventionnisme et in fine, c'est-à-dire au feu voulait atteindre ce qu'on appelle le libéralisme populaire. Le ministre a parlé des sociétés d'État mises en place pour accompagner le processus d'économie, mais l'État, dans un premier temps, prend les actions, crée les entreprises, mais in fine, c'était de restituer ces actions aux Ivoiriens qui, entre-temps, auraient pouvoir d'achat. Mais, soudainement, dans les années 80, la Côte d'Ivoire rencontre des difficultés. Le ministre a évoqué les raisons. Il y a le yo-yo des prix de matières premières, le café, le cacao. Puis ensuite, un autre choc exogène, c'est les problèmes d'ajustement structurel. Le problème d'ajustement structurel avec la philosophie de ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui demandait aux États de se désengager totalement des secteurs marchands, c'est-à-dire des secteurs productifs, et de les confier au secteur privé. Donc beaucoup de sociétés d'État de l'époque ont été soit privatisées, soit purement et simplement démantelées. Donc la logistique qu'il faut avoir mis en place pour accompagner ce modèle a été profondément affectée dans les années 80. Maintenant, la question fondamentale, que faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que dans les 50 prochaines années, la Côte d'Ivoire retrouve un niveau appréciable de développement? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de réhabiliter le fautisme. Il faut absolument réhabiliter le fautisme dans toutes ses dimensions. Moi qui vous parle aujourd'hui, mes parents sont paysans, c'est agriculteurs. Mais avec la politique de formation du fouet, j'ai été boursier de la 6e à l'obtention de mon doctorat. Et nous sommes nombreux dans ce cas. Nous qui sommes ici aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes les fruits de la politique du fouet. Donc il faut réhabiliter le fautisme dans toutes ses dimensions. Prenons le cas de l'école. Le fouet avait mis en place des internats
À l'époque, on était dans les internats. Les jeunes qui sont à l'école, c'est des esprits en construction. Des esprits en construction. Mais vivre dans un même internat, partageur, on n'oubliait pas tout. On ne connaissait pas d'où vient X, d'où vient Y. On était tous des Ivoiriens et on a appris à être à cause du mécanisme des internats. Donc pourquoi supprimer cela pour des questions de comptabilité budgétaire? Donc nous pensons que pour permettre à notre pays de s'inscrire dans une logique de cohésion nationale, il faut reprendre cela. Ça ne coûte rien. Au lieu que de voir des enfants errer, on ne sait pas, parce qu'ils ne savent pas où dormir, ne mangent pas bien, demandez aux parents de contribuer à combien de 50%. On ouvre les internats pour reprendre cela. En Côte d'Ivoire, les campagnes se dépeuplent sans que l'agriculture soit capable de nourrir sa population. En Afrique, l'Afrique consacre aujourd'hui à combien de 35 milliards de dollars par an pour importer de la nourriture, alors que l'Afrique détient 60% de la surface cultivable dans le monde. C'est un paradoxe énorme. Donc, nous pensons que la Côte d'Ivoire doit réussir son industrialisation pour éviter de subir les chocs exogènes, surtout. L'industrialisation n'est plus un luxe, c'est un passage obligé pour permettre au pays d'accroître ses richesses et de donner bien-être à ses nombreuses populations. Et nous pensons pour cela que, parce que beaucoup de pays africains, comme la Côte d'Ivoire, se limitent toujours dans la phase facile de l'industrialisation. Il y a 3 phases dans l'industrialisation. La première phase, c'est de produire Coca-Cola, le savon, l'huile, etc., etc. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase difficile où le pays lui-même produit les biens d'équipement pour se prendre en charge, les outils, machines, etc., etc. L'exemple de Singapour que vous avez pris. Singapour, c'est des pays qui sont passés de la phase facile à la deuxième phase de l'industrialisation et en misant sur l'exportation. Et autre action à mener, je crois, il faut que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'approprient. Les Ivoiriens doivent s'approprier le tissu économique de base. Ça, c'est important. Donc, il faudrait que les Ivoiriens soient là, à la base. Il faut s'approprier cela. Et ça, ce n'est pas une politique de xénophobie ou bien d'exclusion, non. C'est la réalité économique. Sinon, comment on va utiliser les jeunes qui vont être formés? Parce qu'un pays ne doit pas mettre en concurrence tous les secteurs de son économie. Ensuite, il faut rationaliser les partenariats aussi. On a plusieurs partenaires. Chacun vient avec son programme de développement et vient courtiser le pays. Donc on doit faire extrêmement attention pour que les programmes des partenaires ne viennent pas contredire les programmes de développement de notre pays. C'est-à-dire que les partenariats doivent venir intégrer, c'est-à-dire prendre en charge l'agenda de développement initié, élaboré par les Ivoiriens eux-mêmes. Ensuite, je crois que mon frère l'a dit, il faut aussi peut-être rêver, est-ce qu'on ne peut pas développer un code de comportement des Ivoiriens? Un code. Faire voter par l'Assemblée nationale, il va faire beaucoup de choses, mais l'essentiel doit être fait par les Ivoiriens dans la réhabilitation de l'offentisme. Je vous remercie. Merci infiniment, chers frères, pour cette contribution et surtout les suggestions données en 5 points pour essayer de résorber cet écart de développement entre la Côte d'Ivoire et Singapour qui était en tout cas dans les années 60 là-bas au même niveau de développement et premier en tout cas au même avenir. Donc ce que je suggère, c'est qu'on ouvre à présent une liste de 5 questions et vraiment essayer de poser les questions, éviter les commentaires. Aussi vous faites des commentaires, faites-les très courts et puis indiquer auquel des panélistes cette question est adressée ou ça reste à l'ensemble des panélistes. Siaka Koulibaly, coordonnateur résident du système des Nations Unies. Je souhaiterais qu'il revienne sur un élément fondamental qui a gouverné les 2 pays. C'est la planification prospective
et la planification stratégique. Et d'un côté, en ce qui concerne Singapour, il y a eu une très très grande rigueur dans le suivi et de la mise en œuvre donc, de cette planification prospective et stratégique. Ce qui a été le cas à un moment donné pour la Côte d'Ivoire jusque, je dirais, à une période donnée. Et après, le suivi n'a pas été véritablement ce qu'on en attendait. Je crois que ça fait déjà une des différences fondamentales au niveau des deux pays. Le deuxième point, peut-être que M. le ministre et le dernier orateur pourraient revenir là-dessus, c'est l'élément fondamental de la gouvernance. Lorsque la gouvernance n'est pas bien arrimée et bien suivie, avec une emphase très prononcée sur la corruption, je pense que, quel que soit ce que nous allons mettre en place, l'attente de ces résultats peut s'avérer difficile à être réalisé. Dernier point, c'est peut-être pour le professeur ou le docteur, c'est les choix dont vous avez parlé. Vous avez donné 5 points. Et je pense que parmi ces 5 points, il faudrait mettre en évidence le rôle de plus en plus déterminant de l'économie numérique. Parce que quand on regarde Singapour, c'est peut-être pratiquement 74% de services dans le PIB qui ont permis à Singapour d'être là où il se trouve, et pratiquement 26% en termes donc d'industrialisation. Je pense que l'économie numérique est une voie d'avenir pour le pays. Merci. La préoccupation s'adresse principalement au docteur René Boissy. Je sais que dans différents forats, de plus en plus, s'agissant de l'Afrique, on parle de dividende démographique. Alors, quand vous regardez, vous faites état des lieux, dans la plupart de nos États, vous constatez que les prérequis pour capitaliser le dividende démographique n'existent pas. Notamment, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons des écoles de lycées boutiques. Les agréments sont accordés de façon fantaisiste. Le contenu de l'enseignement n'est pas suivi. Et un autre secteur clé au niveau de la santé. Là aussi, nous avons des centres de santé qui ne répondent pas aux critères. Les cliniques, là aussi, c'est le même problème. Comme au niveau de l'éducation, des agréments qui sont également accordés de façon fantaisiste. Et donc, ces deux facteurs clés, pour moi, sont handicapants. Nous n'aurons pas donc un capital humain de qualité, ma foi, pour relever le défi de la croissance démographique que nous créons par ailleurs. Comment donc on va faire pour donc arriver à capitaliser sur ce que nous appelons la dividende démographique? Merci. Je remercie tous les panélistes pour leur présentation et ma question est plutôt au niveau global, au niveau général. En termes de modèle de développement et modèle politique, j'aimerais bien savoir où les panélistes pourrait aujourd'hui situer l'Afrique qui semble vouloir se situer dans une dynamique différente. Donc il s'agit ici plutôt de rappeler un tout petit peu l'impact de la vision politique sur le développement socio-économique et de nous dire ce que vous pensez de cela. Est-ce qu'il faut épouser le modèle de Singapour ou plutôt le modèle asiatique qui est un modèle de vision introvertie, fermé, un peu dictatorial comme l'a dit un des panélistes, ou plutôt garder ce libéralisme ouvert dont a parlé le professeur qui nous conduit plus ou moins à quelques balbutiements, trébuchements comme on le constate aujourd'hui dans la plupart des pays francophones. Merci. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire en adoptant les vertus de la bonne gouvernance. Donc si la question de la gouvernance est réglée, nous pensons que tous les fruits, tous les arbres qu'on va planter porteront un fruit escompté. La planification prospective et stratégique, vous savez, la mission, la vision de l'UFO, c'était quoi? Une Côte d'Ivoire prospère, en paix, paisible entre les Ivoiriens et en paix avec les pays qui nous entourent. Et une Côte d'Ivoire ouverte. Ça se retrouve dans notre hymne national. Pays de prospérité, d'hospitalité, etc. Donc ça c'est la vision.
Maintenant, la stratégie à mettre en place, c'est appuyer sur un modèle économique qui est le libéralisme. L'économie numérique, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Est-ce que notre école peut-elle permettre aux Ivoiriens de relever les défis de l'économie numérique? Une vision extrovertie et introvertie, cette vision étant celle de l'Asie, n'est-ce pas, de Singapour. La vision extrovertie, celle des pays africains en général, qui sont tournés vers les pays colonisateurs, la Côte d'Ivoire vers la France, par exemple. Moi, je voudrais donc très rapidement toucher sur ce point-là et dire qu'il ne s'agit pas pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique de copier un modèle qui existe déjà. Et là, je voudrais même dire pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique trouve son propre modèle de développement. Parce que l'Asie a trouvé son modèle de développement à elle. On ne devient pas quelqu'un pour parler de manière terre à terre, on ne devient pas quelqu'un en copiant forcément l'autre. Il faut rester soi-même, mais copier les valeurs qu'on voit dans l'autre. Et c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai parlé des fondamentaux dans le leadership, donc dans le développement. L'intégrité, l'ardeur au travail, la qualité du travail. Ça, ce sont des choses que tout le monde peut mettre en pratique. La Côte d'Ivoire avait son modèle de développement déjà. Il a été interrompu, malheureusement. Plusieurs reprises, on est reparti. Certes, on n'a pas besoin de copier Lee Kuan Yew parce qu'on n'a pas les mêmes tempéraments. Nous sommes africains. Et il ne faut pas copier non plus les Européens. Il ne faut pas copier la France. La France ne copie pas les États-Unis. La France ne copie même pas l'Italie qui est à côté. Tous ces pays ont leur propre identité. Donc je pense que les pays africains doivent garder leur identité, mais seulement mettre en pratique ces valeurs-là, ces fondamentaux qui développent un pays en fait. L'intégrité, j'en ai parlé tout à l'heure, l'intégrité, elle est en nous, en chacun de nous. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs. Et c'est en mettant en valeur ces pratiques, ces valeurs-là, qu'on arrive à quelque chose. Très brièvement.